Quand le tonnerre gronde, que le sang éclabousse l'écran et qu'un finish hymn résonne dans l'imaginaire collectif, il y a des sagas qui réveillent instantanément quelque chose chez toute une génération. Mortal Kombat fait partie de celle-là. C'est une licence qui n'a jamais vraiment quitté la culture populaire. Elle a traversé les salles d'arcade, les salons, les polémiques, les reboots et même les débats sur la violence dans les jeux vidéo. Alors forcément, quand le film Mortal Kombat est arrivé en 2021, il portait un poids assez lourd sur les épaules. Il ne devait pas seulement adapter un jeu culte, il devait aussi rassurer des fans parfois méfiant, séduire un nouveau public et prouver qu'une adaptation de jeu vidéo pouvait enfin respecter son ADN tout en restant du cinéma. Et c'est justement ce qui rend le cas de ce film intéressant, parce qu'il n'est ni un désastre, ni un chef-d'œuvre, c'est un objet un peu étrange, parfois spectaculaire, parfois frustrant, mais jamais complètement inintéressant. Avant de parler du film, il faut revenir à la source, parce qu'on ne comprend pas Mortal Kombat si on ne comprend pas ce qui a représenté le jeu. Quand Mortal Kombat débarque en 1992, sous l'impulsion de Midway Games, le paysage du versus fighting est dominé par Street Fighter 2. Sur le papier, le jeu semble arriver en outsider, mais il apporte immédiatement quelque chose de différent. D'abord, son esthétique. Là où d'autres jeux misent sur le cartoon ou le dessin stylisé, Mortal Kombat utilise des acteurs digitalisés. À l'époque, le rendu choc, intrigue, fascine, il y a un côté brut, presque sale, qui donne au jeu une identité visuelle très particulière. Mais évidemment, ce qui propulse le jeu dans la légende, ce sont les fatalités. Cette idée simple, presque géniale, terminait le combat par une exécution spectaculaire, brutale, excessive, parfois grotesque, et c'est précisément cette exagération qui devient sa marque de fabrique. Le premier Mortal Kombat a joué un rôle direct dans la création de l'Entertainment Software Rating Board aux États-Unis. En gros, une partie du système moderne de classification des jeux vidéo existe aussi parce que des parents ont vu des colonnes vertébrales arrachées sur un écran. Mais réduire Mortal Kombat à sa violence, ça serait injuste. Très vite, la saga développe aussi un univers étonnamment riche, des royaumes, des lignées, des trahisons, une mythologie pseudo-orientale mélangée à de la dark fantasy, de la science-fiction et du pulp martial. Il y a la Terre, l'Outworld, le Netherrealm. Il y a des protecteurs, des empereurs, des sorciers, des revenants et surtout, il y a une galerie de personnages immédiatement iconiques. Scorpion, c'est la vengeance pure. Sub-Zero, c'est la discipline glaciale. Raiden, c'est le gardien divin. Liu Kang, c'est le champion. Sonya Blade et Jax apportent la dimension militaire et moderne. Et plus tard viendront Johnny Cage, Kitana, Shao Kahn et beaucoup d'autres. Ce qui est fascinant, c'est que Mortal Kombat est devenu un univers où l'absurde et le sérieux cohabitent sans jamais vraiment se contredire. Et c'est exactement là que commence la difficulté d'une adaptation au cinéma. Le film Mortal Kombat de 2021, réalisé par Simon McQuoid, choisit une approche assez claire. Il ne cherche pas à refaire le film de 1995, il veut repartir à zéro. Construire un nouveau socle narratif, installer un univers, poser les bases d'une franchise. Le récit s'ouvre au Japon féodal et honnêtement, dès les premières minutes, le film frappe fort. On découvre Hanzo Hasashi, futur Scorpion, sa famille, sa vie, puis arrive Bi-Han, futur Sub-Zero. L'affrontement est brutal, tragique, viscéral. Cette introduction est probablement la meilleure séquence du film parce qu'elle pose immédiatement une émotion, une rivalité, une vraie tragédie. Puis on bascule à notre époque avec Cole Young, personnage original créé pour le film. Ancien combattant de MMA, père de famille, homme un peu brisé, il découvre qu'il porte la marque du dragon. Cette marque fait de lui une cible et surtout un potentiel combattant destiné à défendre la Terre. À partir de là, le film embraye sur sa mécanique principale. Cole rencontre Sonya, Jax, puis Raiden. Il rejoint le temple, il découvre Liu Kang et Kung Lao. L'idée est simple, l'Outworld a déjà remporté 9 tournois, une 10e victoire permettrait la conquête de la Terre. Le tournoi annoncé dans tout le film n'a finalement pas lieu. C'est probablement l'un des choix narratifs les plus commentés depuis sa sortie. Et c'est là qu'on touche à l'un des paris du film. Il ne raconte pas vraiment Mortal Kombat, il raconte ce qui vient juste avant le Mortal Kombat. C'est une forme de préquel déguisé, une mise en place. Sur le casting, le film a fait un choix intelligent. Ne pas miser sur une star écrasante, mais sur un ensemble cohérent. Lewis Stan incarne Cole Young. Son rôle est compliqué parce qu'il sert de point d'entrée pour le spectateur. Il est parfois un peu trop neutre, parfois trop fonctionnel, mais il tient correctement la structure. Joe Taslim, lui, impressionne vraiment en Sub-Zero. Présence physique, froideur, menace immédiate à chaque apparition. Il impose quelque chose et c'est probablement l'antagoniste le plus solide du film. Hiroyuka Sanada apporte à Scorpion une vraie gravité dramatique.
peu de scènes, mais une densité remarquable. Jessica McNamee offre une Sonya crédible, déterminée, sans tomber dans la caricature militaire. Mehcad Brooks donne à Jax une présence humaine assez attachante. Ludi Lin compose un Liu Kang sérieux, tandis que Max Wang donne à Kung Lao un vrai charisme. Mais il y a surtout celui qui vole une partie du film, Josh Lawson dans le rôle de Kano. Il apporte l'énergie, l'ironie, le rythme, le mauvais esprit. À plusieurs reprises, c'est lui qui fait respirer le récit. Beaucoup de spectateurs sont sortis de la séance en disant plus ou moins la même chose. Kano porte le film sur ses épaules pendant une bonne partie du milieu. Là où le film fonctionne le mieux, c'est quand il assume son identité de film de baston fantastique. Les combats sont lisibles, l'impact physique est réel, la violence est enfin assumée, et c'est important parce qu'un Mortal Kombat aseptisé aurait été presque une contradiction. Certaines scènes font franchement plaisir, la découpe de Kung Lao, les attaques glacées de Sub-Zero, la montée en puissance de Scorpion, les clins d'œil visuels au jeu sont nombreux sans devenir envahissants. Le film comprend aussi une chose essentielle, le fan veut reconnaître la matière originale, les pouvoirs, les poses, les répliques, certains finishers, tout cela existe parce que les créateurs savent exactement ce qu'ils adaptent. Mais évidemment, le film a aussi ses limites. La première, c'est son écriture. Beaucoup de personnages existent davantage comme fonction que comme individus pleinement développés. Certains apparaissent, frappent, disparaissent. On sent qu'on veut mettre du monde dans la machine, parfois un peu trop vite. La deuxième faiblesse, c'est Cole Young. L'idée d'un personnage inédit n'était pas absurde. En théorie, c'était même logique, créer un regard neuf pour entrer dans cet univers, mais dans la pratique, il manque parfois de relief face à des personnages déjà mythiques. Et surtout, il y a cette impression étrange. Le film promet constamment un grand événement à venir sans jamais totalement l'offrir. C'est un film de préparation et ça peut frustrer. Pendant le développement, plusieurs fans espéraient que Cole soit secrètement une version cachée de Johnny Cage. Le film a finalement choisi une autre direction. Sur le fond, quel message le film essaye-t-il de faire passer? Ce n'est pas un film philosophique, évidemment, mais il y a quand même un fil conducteur intéressant. L'héritage, la transmission, le poids des ancêtres, la manière dont une lignée peut survivre à travers le temps. Hanzo et sa descendance, Cole et sa famille, Jax et sa reconstruction, chacun à sa manière se définit par ce qu'il transmet ou protège. Et il y a aussi une idée très Mortal Kombat au fond. La puissance ne vient pas seulement de la violence, elle vient de ce qu'on défend. Côté box-office, le film a connu un parcours particulier. Sorti en 2021 dans un contexte de reprise compliqué pour les salles après la période la plus dure de la pandémie du Covid-19, il a rapporté un peu plus de 83 millions de dollars au box-office mondial. En parallèle, sa sortie sur HBO Max a contribué à sa visibilité. Pour Warner Bros, ce n'est pas un raz-de-marée, mais suffisamment solide pour lancer une suite. Et cette suite, elle arrive maintenant. Le deuxième film sera en salle le 6 mai et là, le terrain devient beaucoup plus intéressant. La première grande nouveauté, c'est l'arrivée de Johnny Cage. Johnny Cage, ce n'est pas seulement un personnage populaire, c'est un équilibre narratif. Il amène de l'arrogance, du second degré, du contraste dans un univers où beaucoup de personnages sont graves, mystiques ou habités par la vengeance. Il apporte de la légèreté, de l'ego et du rythme. Et franchement, ça peut faire énormément de bien. L'autre élément central, c'est la menace de l'Outworld qui pèse de nouveau sur la Terre. Et là, on commence à théoriser un peu. Si la suite veut vraiment franchir un cap, elle devra probablement assumer enfin le vrai tournoi. C'est presque indispensable narrativement. Le premier film a accumulé de la tension, le deuxième doit la convertir en affrontement majeur. On peut aussi imaginer une montée en puissance de Shao Kahn. Ce serait logique, l'ombre de l'Outworld devient plus lourde, le simple sabotage ne suffira plus. Autre théorie crédible, le conflit entre Scorpion et Sub-Zero pourrait évoluer vers quelque chose de plus complexe que la simple vengeance. Et ça, ce serait intéressant, parce que leur relation est l'un des vrais piliers émotionnels de cet univers. Enfin, Johnny Cage pourrait aussi servir de miroir narratif, un homme qui paraît superficiel, mais qui devra se confronter à une guerre cosmique qui le dépasse totalement. Si c'est bien écrit, il peut devenir bien plus qu'un simple comic relief. Alors, faut-il voir le Mortal Kombat de 2021 ? Honnêtement, oui, mais avec les bonnes attentes. Si vous cherchez un grand film de fantasy martiale parfaitement construit, ce n'est pas celui-là. Si vous cherchez une adaptation qui respecte l'énergie, l'iconographie, la brutalité et l'esprit général de la licence, alors oui, il mérite le détour. C'est un film de fondation, il prépare le terrain, il pose les pièces, il n'achève pas totalement son propre tournoi, mais il donne envie de voir la suite, et ce n'est déjà pas rien. Pour le voir, il est généralement disponible en VOD, en location numérique, et selon les périodes de catalogue, sur différentes plateformes de streaming comme Apple TV, Prime Video ou Canal+. Le plus simple, c'est de vérifier sa disponibilité actuelle sur votre plateforme habituelle, car les catalogues changent régulièrement selon les pays. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai statut du film, pas une conclusion, pas un accomplissement, un portail, une ouverture, une promesse. Le dragon n'a pas encore complètement rugi, le tournoi n'a pas encore vraiment commencé, mais les royaumes s'agitent déjà, l'Outworld avance, la Terre vacille, et quelque part dans un coin de l'écran, on entend presque déjà des lunettes de soleil se poser sur un visage avec un sourire arrogant.
Le combat revient et cette fois, il pourrait enfin commencer. I ain't worried about it.